Bonjour et merci pour tous vos messages en réaction aux épisodes sur le thème de la prononciation et de l'accent. J'ai pu voir que c'est un thème qui ne laisse personne insensible et constitue une expérience partagée qui transcende les différences culturelles et linguistiques. Avec ce podcast aujourd'hui, je commence une exploration similaire sur le thème très large du temps dans le cadre d'un processus d'acquisition d'une langue seconde. Je ne sais pas encore combien d'épisodes il y aura sur ce thème du temps qui couvre des sujets comme la gestion du temps et de nos attentes, des priorités, mais aussi de ce qu'on fait à quel moment. Je veux dire par là, qu'est-ce qui a du sens pour nous à un moment donné, puis n'en a peut-être plus 6 mois plus tard, ou bien quelque chose qui ne nous attirait pas dans le passé, mais qu'on se sent soudain prêt à essayer. Bref, la vie c'est compliqué et on passe notre temps à faire des choix, les réévaluer, se juger quand on n'arrive pas à faire quelque chose, c'est-à-dire quand on ne réussit pas à faire quelque chose. Alors, est-ce le moment de changer ce que tu fais pour apprendre le français? Comment sait-on si c'est le moment de changer quelque chose? Bienvenue dans My Polyglot Life en français, un podcast en français intermédiaire supérieur et avancé pour aider les personnes qui veulent se perfectionner en français et mieux comprendre la culture des gens qui ont grandi en France et un peu au Québec, mais pour le moment surtout en France. Je suis Cathy Intro, coach NeuroLanguage de français et je veux t'aider à apprendre de façon efficace avec moi le français. C'est sans stress et avec plaisir. Bonne écoute! En parlant de temps, pour moi, c'est un peu tendu en ce moment. Je suis en train d'animer une formation au NeuroLanguage Coaching pour des personnes qui travaillent dans le monde de l'enseignement des langues, en particulier du français langue étrangère, avec des profils et des expériences variées. C'est une formation intensive sur 6 semaines avec 6 heures de séance sur Zoom par semaine qui mélange théorie et pratique. On a commencé par remettre en question des schémas habituels de communication dans l'objectif de permettre aux apprenants de développer leur autonomie, leur confiance en eux et leur créativité. Et maintenant, nous sommes en train de plonger dans l'univers fascinant du cerveau. Si tu ne l'entends pas dans le ton de ma voix, je suis toujours aussi excitée de partager mes connaissances et les dernières découvertes des neurosciences sur cet engin fantastique à l'intérieur de notre tête. Bien sûr, quand tu fais du coaching avec moi, je ne me prive pas de partager ces découvertes avec toi si ça t'intéresse. Que tu sois enseignant, enseignante ou apprenant, apprenante, si tu veux utiliser le processus d'apprentissage et d'enseignement du français pour aussi apprendre à mieux comprendre ton cerveau, à ouvrir tes perspectives sur le monde qui t'entoure et la diversité des modes de fonctionnement des individus, je t'invite à réserver un appel découverte pour voir quel programme te conviendrait le mieux. Et si tu veux juste, entre guillemets, améliorer ta grammaire ou ta fluidité en travaillant d'une manière totalement personnalisée selon tes goûts et besoins et adaptée pour ton cerveau, je propose des forfaits de coaching individuels allant de 8 séances à plusieurs mois selon le niveau et les objectifs. Voilà, ce petit rappel effectué, nous allons maintenant passer à quelque chose qu'on pourrait résumer par le dicton, le proverbe « Tout vient à point à qui sait attendre ». Je vais t'expliquer très bientôt ce que ça veut dire. Donc revenons pour commencer sur les questions de timing en bon français. Comme j'ai dit il y a quelques secondes, on a cette expression « tout vient à point à qui sait attendre » pour faire l'éloge de la patience. On dit aussi « ça vient » ou « ça viendra en temps et en heure ». On pourrait dire que c'est juste une question de timing, si on veut parler d'une façon qui mélange le français et l'anglais. Venir à point, venir en temps et en heure, ça signifie venir au bon moment, au moment où on en a besoin. Alors oui, dans la réalité, quand on entend ces phrases-là, c'est probablement qu'on pense qu'on a besoin de ces choses-là, de ces compétences maintenant, mais la personne qui nous dit ça nous transmet en réalité un message d'espoir. Écoute, tu penses que tu en as besoin maintenant, mais tu n'es peut-être pas prêt ou prête, donc continue d'attendre, de préférence sans être passif, mais en travaillant pour la réalisation de ton souhait, et avec du temps et de la patience, tu obtiendras ce que tu souhaites. C'est le message que veulent transmettre ces expressions. Ce proverbe « tout vient à point à qui sait attendre » se retrouve dans la littérature classique, notamment chez François Rabelais et Clément Marot, donc on voit que ça fait quelque temps que c'est en circulation.
Au fait, en parlant d'expression, est-ce que tu es au courant que j'offre régulièrement des bonus au podcast pour les membres Patreon? Le mois dernier, c'était un exercice de shadowing, de mimétisme ou de reproduction pour travailler sur la prononciation et les hypothèses avec si. Et avec cet épisode aujourd'hui, je propose une liste des expressions idiomatiques que j'emploie dans l'épisode, avec plus d'exemples pour les illustrer et aussi un shadowing pour te permettre de te les approprier plus facilement. Si en plus tu utilises ta mémoire kinesthésique en les écrivant, et si tu composes des phrases personnelles, elles feront très rapidement partie de ton vocabulaire. Alors, est-ce le moment de changer ce que tu fais pour apprendre le français? Comment sait-on si c'est le moment de changer quelque chose? Alors par exemple, dans le cadre de l'apprentissage d'une langue, tu peux entendre parler d'une technique ou d'une bonne pratique, de quelque chose que tu devrais faire ou qu'on est censé faire dans l'apprentissage des langues ou dans la vie en général, et tu sais, consciemment tu sais que tu devrais essayer, que ce serait sans doute bon pour toi, dans l'absolu, ça veut dire en théorie, mais pour une raison ou une autre, tu n'y arrives pas. Ça ne te correspond pas à ce moment-là, ça ne te semble pas fluide, tu as du mal à t'y tenir. S'y tenir, c'est respecter sa promesse, prendre l'habitude de faire quelque chose. Alors peut-être que tu commences et puis tu finis pas, ou tu t'engages pas assez. Et donc peut-être que tu commences à entretenir des sentiments négatifs, à penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, si tu n'arrives pas à faire cette chose que tout le monde fait, mais que toi tu n'y arrives pas. Donc ta conclusion logique, plus ou moins logique, c'est que soit cette technique n'est pas faite pour toi, point barre, point final, soit il y a quelque chose qui ne va pas, tu es insuffisant ou insuffisante. Et en fait, au fil des années, tant avec mes apprenants et apprenantes que personnellement, je me suis rendu compte que c'est souvent une question de timing. Qu'on peut entendre la même chose 10 fois, 15 fois et se dire « oui, ça a l'air bien, je devrais l'essayer », mais ça ne prend pas. Ça ne prend pas, ça fait référence par exemple aux plantes. Les plantes meurent parce qu'elles n'ont pas pris dans la terre, elles n'ont pas développé les racines. Et donc, cette activité qu'on te propose, qui serait normalement bénéfique pour toi, ça ne prend pas avec toi. Peut-être juste parce qu'on n'est pas prêt à s'engager sur ce chemin à ce moment-là. Et là, je vais prendre un exemple personnel pour illustrer le fait que quelque chose qui ne nous parle pas à un moment donné peut nous parler plus tard. Et alors, comment on sait si c'est le moment de repenser nos choix et nos préférences? Je dirais que ça vient par notre ouverture à l'expérimentation, à ne pas rester bloqué sur nos habitudes figées. Et si une occasion se présente, est-ce que justement on va rester bloqué sur un « non, ça c'est pas pour moi » ou faire une nouvelle tentative pour vérifier? En général, on se rend compte qu'on a changé d'avis ou de perspective sur quelque chose quand on y est confronté à nouveau. Alors, on essaye une nouvelle fois cette technique parce que l'occasion arrive, on essaye cette activité ou même un aliment, quelque chose qu'on pensait ne pas aimer, et cette fois, on y prend peut-être du plaisir, ou en tout cas, ça ne nous dérange pas autant. Peut-être aussi qu'on a rencontré un ou une prof qui nous convient mieux, qu'on a goûté un plat délicieux avec ce légume qu'on pensait ne pas aimer. Ou peut-être que nos expériences de vie font qu'on a changé au cours des dernières années. Par exemple, si on a vécu dans un autre pays, que nos valeurs et façons de penser et agir ont évolué, si on est devenu parent, si on a connu une blessure qui nous contraint à changer certaines habitudes, etc. Il y a plein de raisons qui font qu'on change notre mode de vie quotidien. Mais on reste parfois bloqué sur des habitudes d'avant ou sur ce qu'on ne peut plus faire. Et donc, un jour arrive et on ne sait pas pourquoi, on décide de donner une nouvelle chance, d'essayer à nouveau cette activité, cette technique, ce légume. Et puis ça y est, on arrive à trouver le temps de faire cette activité ou cette technique. On arrive à trouver une régularité, à se mettre peut-être moins de pression pour être parfait, parce qu'il faut le rappeler, c'est toujours utile, on n'est pas obligé d'être parfait. Et on se rend compte aussi que peut-être on peut faire des ajustements à cette technique, à cette activité, et trouver nos règles à nous, trouver les choses qui vont nous permettre de mettre en place cette technique, et surtout, cette fois, on sait pourquoi on le fait. On a choisi consciemment de s'embarquer là-dedans, c'est pas quelqu'un qui nous a dit « tu devrais faire ça », mais ça vient de nous.
c'est une motivation interne. Et je pense que c'est ça en fait le facteur décisif, c'est pourquoi on le fait. Parce que peut-être que c'est inconfortable. D'ailleurs, si c'est une chose nouvelle, il y a probablement un inconfort, ne serait-ce que choisir comment on occupe notre temps. Si je fais cette activité, que dois-je mettre de côté pour libérer du temps? Donc peut-être que je dois faire un sacrifice pour changer mes habitudes. Ça change notre routine et notre cerveau, qui a développé un certain programme automatique économe en énergie, ne veut pas forcément se reprogrammer. Sauf s'il voit bien qu'il va gagner au change. Gagner au change, ça veut dire que le changement sera bénéfique. C'est une expression idiomatique aussi. Mais ça, on le sait rarement avant de se lancer. Est-ce qu'on va gagner ou pas? C'est un peu un coup de poker, un pari. On essaye et on voit ce qui en sort. Donc, je dirais que si on ressent un intérêt, il faut commencer, tester et puis voir ce que ça nous apporte. Sans négliger, bien sûr, nos amis les biais cognitifs ou nos ennemis les biais cognitifs, selon comment on les voit. Parce que si on pense que c'est bénéfique, si on commence quelque chose en se disant « Ah, ça c'est bien pour moi, ça ne peut apporter que des choses bonnes », le biais de confirmation va chercher les arguments pour confirmer cette pensée. L'effet placebo peut aussi nous aider à constater des effets bénéfiques subjectifs mais réels en jouant sur nos croyances. Et à l'inverse, si on pense « Ouais, de toute façon, ça ne sert à rien », notre cerveau va essayer de confirmer ça aussi. Donc, j'ai un exemple personnel. Moi, ça s'est passé, ce processus, avec le journaling, le fait d'écrire un journal. Ça ne me parlait pas jusqu'ici. Je me disais que c'était pas pour moi. Pourtant, j'aime écrire, mais peut-être trop justement, comme en témoignent les épisodes du podcast qui s'allongent indéfiniment si je ne garde pas ça sous contrôle. Et donc, je ne sais pas. Peut-être que j'anticipais, j'avais cette idée que si je me mettais à écrire dans un journal, ça allait me prendre des heures, que j'allais commencer à écrire une page, que j'y serais encore une demi-heure après, que donc il fallait prendre du temps pour faire ça. Et c'est pas forcément comme ça que j'avais envie de l'occuper, mon temps. Donc, je n'ai jamais commencé. Peut-être aussi des attentes démesurées ou des attentes stylistiques ou sur la qualité de l'écriture, mais honnêtement, on n'écrit pas un journal comme on écrirait un roman destiné à la lecture en public. Là, c'est juste des pensées personnelles. Donc, on a des arguments pour faire taire ce critique, ce perfectionniste qui ne veut pas prendre un crayon si ce n'est pas pour produire le chef-d'œuvre du siècle. Et puis là, je sais pas. Au début de l'année 2025, enfin même en fin d'année 2024, ça s'est mis à me titiller. Et je me suis dit, je sens que c'est le moment de réessayer, d'essayer cet outil du journaling parce que j'ai des questionnements, des doutes et j'ai un peu fait le tour des autres méthodes habituelles de gérer la situation. Il me manque quelque chose, il me manque un outil ou juste il me faut de la nouveauté. Reprendre un nouvel élan, de la nouveauté. Alors pourquoi pas essayer le journaling ? J'aime bien avoir un avis sur les questions tendances du moment, c'est une question tendance, donc je m'y suis mise, histoire de tester. Nouvelle année, nouveau départ, c'est un moment qui est toujours propice à essayer de nouvelles choses. Et puis, si on ne tient pas ces engagements-là de la nouvelle année, ça fait partie des résolutions du nouvel an, et puis c'est comme ça, c'est la vie, on est aussi un petit peu habitué à se mettre peut-être moins de pression, parce qu'on sait qu'on va probablement abandonner ces choses qu'on commence en début d'année. Mais si on les commence à ce moment-là, c'est peut-être quand même qu'il y a un besoin et donc quelque chose à creuser, expérimenter et chercher à adapter pour les rendre possibles dans la durée. Donc, commencer, c'est toujours le premier pas et toujours bien de faire ce premier pas. Et puis, parmi toutes ces résolutions, on pense souvent à celles qu'on abandonne, mais peut-être qu'on ne pense pas assez à celles qu'on garde finalement. Je suis sûre qu'il y a des choses que tu as commencé au début d'année ou en septembre dans ta vie ou à certains moments clés de l'année que tu as continué. Mais comme c'est devenu une habitude, tu ne penses plus au moment où tu as commencé. Notre cerveau se concentre souvent beaucoup sur les échecs. Et ne pas tenir une résolution, ne pas aller au bout d'un projet, c'est un échec. Alors que quand on adopte une nouvelle habitude, on prend rarement le temps de s'arrêter pour se dire « après 6 mois, mais c'est un succès en fait, j'ai mis quelque chose en place, j'ai réussi à trouver le format qui me convient et à m'y tenir. » Parfois on le fait, mais ça demande un effort conscient. Donc,
Prendre le temps de faire le point sur tout ce qu'on a mis en place et qui fonctionne, ce n'est pas du temps perdu, ça entretient les bonnes habitudes. Mais habitudes, bonnes comme mauvaises, ne sont pas gravées dans le marbre, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas inchangeables. De la même façon que ce qui ne m'attirait pas à un moment donné, comme le journaling ne me parlait pas et que maintenant ça me parle plus, ça ne veut pas dire que dans 6 mois, j'en aurai encore l'utilité. Peut-être que ça va servir une fonction pendant un temps donné et puis après, peut-être que mon cerveau va prendre l'habitude de faire ce processus de journaling, mais sans nécessairement écrire. Ou bien il va trouver un autre moyen de faire ce processus. Donc si je l'abandonne, ce n'est pas non plus un échec. C'est peut-être juste que c'était là pour me soutenir pendant un moment, et puis ça va et ça vient. C'est pas la peine d'attacher un sens particulier à ce qu'on fait ou ne fait plus, si c'est juste qu'à un moment donné ça répond à un besoin, à un autre moment ça n'y répond plus, pas la peine de s'accrocher dans un sens ou dans l'autre à nos habitudes. Concernant ce podcast, j'ai fait le premier jet de cet épisode, donc le brouillon de cet épisode, il y a quelques semaines alors que je venais de commencer le journal. Et au cas où tu te poserais la question, je n'ai pas abandonné, pas encore. Et même j'aime bien cette habitude, même quand je pense qu'elle est suffisamment intégrée dans ma routine quotidienne maintenant pour y penser. Si j'oublie, j'ai une petite pensée, si j'ai le temps, je le fais, si j'ai autre chose à faire, je ne le fais pas forcément. Je ne me mets pas la pression. Si je le fais pas pendant 1 ou 2 jours, c'est pas grave, mais c'est entré naturellement dans mon quotidien et je te ferai une petite capsule vidéo sur cette activité sous l'angle de l'apprentissage des langues. En effet, un autre point qui me bloquait concernant cette histoire de journaling, c'était dans quelle langue ? Parce qu'il y a aussi cette tendance à vouloir maximiser notre temps et rendre productif tout ce qu'on fait. Et puis, comme je suis dans le domaine de l'enseignement des langues, il y a aussi beaucoup de profs qui te disent de faire du journaling dans une langue étrangère pour la pratiquer. Mais évidemment, ça rajoute une pression supplémentaire, peut-être des obstacles linguistiques décourageants, et dans quelle mesure est-ce vraiment utile si tu ne reçois pas de correction ? Quel est l'objectif ici ? Démêler ce que tu as dans la tête ou pratiquer une langue ? Comment être au clair sur ce qu'on veut y trouver afin de ne pas diviser notre attention et finir par être à côté de la plaque, par manquer nos objectifs. C'est-à-dire par ne pas avancer sur ce qui nous préoccupe et ne pas non plus progresser dans la langue cible. Donc ça, c'est être à côté de la plaque, c'est on fait du journaling dans la langue étrangère pour pratiquer et se vider la tête et au final, on n'arrive ni à l'un ni à l'autre parce qu'on a essayé de faire trop de choses en même temps. Alors, c'est le moment où je t'invite à réfléchir à ton tour. Pense à une activité qui, selon toi, serait bénéfique pour ton français, mais tu as du mal à te lancer, à sauter le pas et à commencer à la faire. Et donc, si tu as identifié quelque chose, voici des pistes de réflexion pour en tirer le meilleur parti. Qu'est-ce qui pourrait gamifier cette activité ou la rendre intéressante pour toi ? Ou quel bénéfice à court, moyen ou long terme te motiverait à la faire régulièrement ? Tu ne sauras pas forcément a priori si ça va fonctionner. Ça va peut-être venir quand tu commenceras ou après quelques jours. Au bout d'un moment, tu vas commencer à avoir des idées pour raffiner et améliorer le processus. Et c'est ce qui se passe en général quand je fais les séances de coaching initial. La personne vient me voir avec une idée de ce qu'elle veut, de ce que sont ses problèmes, et puis on termine la séance avec un petit plan d'action, des pistes pour démarrer. Puis, après quelques jours, ou parfois ça prend 2-3 séances, la personne revient et me dit « En fait, Cathy, ce que je t'ai dit au départ, c'est pas tout à fait ça. Je me suis rendu compte de ceci ou de cela, et donc en fait, ce dont j'ai besoin en ce moment, c'est plutôt… » Et là, la personne m'explique les besoins qu'elle a analysés un peu plus clairement dans les dernières semaines. Donc tu vois, le coaching linguistique, c'est comme tout, il faut souvent juste commencer en fait, expérimenter. Et puis c'est une question de timing. On pensait avoir certains besoins et peut-être qu'on se rend compte qu'il y a une autre couche en dessous et quelque chose d'autre qu'il faut régler. Et on n'a pas les réponses a priori. Il faut commencer. Et parfois, je peux te recommander quelque chose, histoire d'avoir un point de départ. Et donc, par exemple, pour pratiquer le français, je peux te recommander quelque chose qui est dans la liste des bonnes pratiques à faire pour apprendre le français.
Et ça peut te passer complètement au-dessus, c'est-à-dire que tu n'es pas réceptif à ce moment-là, ça ne te parle pas. Mais peut-être que quelques semaines ou quelques mois plus tard, tu vas toi-même revenir avec cette idée. Là, j'avoue, secrètement, dans ma tête, je pense « Mais je te l'ai dit il y a 6 mois !» Mais bon, si ce n'était pas le bon moment pour toi, ce conseil-là n'aura pas les effets escomptés. Et je pense que tu as déjà vécu des situations similaires quand tu donnes des conseils à des proches et des amis. Tu sais ce qui serait bon pour eux ou tu penses le savoir, mais ils semblent ne pas écouter jusqu'au moment où ils ont l'idée géniale. Ils ont enfin compris ce qu'ils doivent faire pour être en meilleure santé physique ou mentale, par exemple. Et cette idée géniale est justement ce que tu leur avais dit de faire, mais cette fois-ci, c'est formulé avec leurs propres mots et ils voient comment le faire. Ça vient de l'intérieur et non de l'extérieur, et ce qui avait un sens abstrait jusqu'ici quand tu leur expliquais est devenu concret et s'applique à elle ou à lui. Donner des conseils et prescrire, c'est l'habitude de prof la plus difficile à abandonner. Mais c'est ce qui provoque les changements les plus significatifs parce que l'apprenant ou l'apprenante apprend à être plus autonome et à construire son propre chemin vers des habitudes plus efficaces, productives et en adéquation avec son style de vie et ses priorités. Et quand c'est le moment pour toi, je vais être un peu choquante peut-être, mais peu importe ce qu'on va faire ensemble à la limite, tu as juste besoin de cette petite poussée, de cette responsabilisation et d'un travail spécifique, de mettre ce point-là qui te dérange au centre de tes préoccupations parce que tu es prêt ou prête à ce que les choses changent. Donc on va identifier les axes de travail et méthodes pour améliorer ce qui ne va pas, et puis après ça, tu sens que le blocage n'est plus insurmontable. Récemment, j'ai fait quelques packages assez courts avec des gens qui ont un niveau avancé. Ce sont parfois des gens qui font des erreurs de grammaire et après les 2 mois du coaching, ils font encore beaucoup d'erreurs de grammaire parce que ça prend du temps de corriger les erreurs fossilisées. Mais pour elles et pour eux, dans le contexte où ils évoluent, en particulier au Canada, l'important c'était de pouvoir parler avec fluidité, de perdre cette peur d'interagir à l'oral, d'améliorer peut-être la compréhension parce qu'il leur manquait 1 ou 2 clés pour bien comprendre ce qui se passait autour d'eux. Alors bien sûr, on clarifie quelques points de grammaire et de vocabulaire, mais sans essayer de tout corriger pour ne pas se perdre. Tout ça pour dire que tu peux travailler pendant des années avec une coach de français pour vraiment perfectionner et aller dans les détails. Mais ça peut aussi devenir un suivi plus ponctuel. Tu vas travailler seul, par exemple, pendant 3 semaines, 1 mois, puis on se revoit chaque mois pour faire un point sur les difficultés, ce qui marche bien, répondre à quelques questions spécifiques. Je dirais que c'est plus adapté au niveau avancé et ça aura une efficacité limitée sur la correction des erreurs fossilisées, car il faut une répétition plus intensive pour ça. Mais ça peut donner un nouvel élan à ton apprentissage et tu peux repartir avec des éléments pour te permettre ensuite de continuer à t'améliorer en y consacrant le temps que tu veux, sans mettre de côté tes autres activités par ailleurs, en acceptant que ça peut prendre plus ou moins de temps selon l'énergie et le temps que tu consacres activement à la langue. Donc voilà, c'était le mot de la fin pour cet épisode. Au final, c'est une question de priorité dans ta vie. Et si tu veux améliorer ton français, qu'as-tu la capacité de faire en ce moment? Quelles activités pourraient te permettre de le faire tout en s'intégrant dans ton quotidien? À quel point es-tu prêt ou prête à essayer de nouvelles choses? Et comment puis-je t'aider si tu souhaites du soutien personnalisé? N'hésite pas à m'envoyer des messages en réaction, à laisser des commentaires sur YouTube, sur Spotify. Ça me fera plaisir de rentrer avec vous dans un échange autour du temps, des priorités et de la question de timing. Qu'est-ce qu'on a envie, possibilité de faire à tel ou tel moment. Ciao, ciao! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu aimes ce podcast, tu sais que tu peux m'aider beaucoup en mettant des reviews, des étoiles sur ta plateforme de podcast préférée, en le partageant avec tous les gens que tu connais autour de toi qui peuvent comprendre le français. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast pour recevoir les notifications, mais aussi à ma newsletter pour recevoir encore plus de conseils, de retours d'expérience, des cadeaux, des réductions et des informations sur mes programmes et services, et aussi tout simplement pour garder le contact. Ciao, ciao!